Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. À Béziers, la nuit dernière, un homme de 25 ans a pris pour cible la police. Sanglante course-poursuite. Le chef du cabinet du maire a été tué. Le forcené a finalement été abattu par le GIPN. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, est sur place. La campagne électorale à 8 mois des élections a démarré. Les cibles sont clairement définies. Au Parti socialiste, Lionel Jospin fait un premier pas vers la candidature et appelle à la cohésion de la majorité plurielle. François Bayrou, qui annonçait sa candidature officielle, s'en prend à Jacques Chirac et à Lionel Jospin. Au RPR, on fustige la politique du gouvernement. 12 millions d'élèves reprendront cette semaine le chemin de l'école. Parmi les priorités, la lutte contre la violence. L'exemple dans les Hauts-de-Seine de cet établissement scolaire qui utilise aux abords de l'école la vidéosurveillance munie d'une mémoire d'ordinateur. Et puis la disparition du pionnier du cœur, le premier à avoir tenté une transplantation cardiaque. Le docteur Christian Barnard s'est éteint à l'âge de 78 ans. Ouvrons ce journal par cette sanglante cavale à Béziers la nuit dernière, 7 heures d'une course-poursuite dans les rues de la ville. Un malfaiteur apparemment décidé à prendre pour cible les forces de l'ordre et à en découdre avec la police. Entre les mains du forcené, un véritable arsenal. On ignore encore tous des mobiles qui ont déclenché cette haine meurtrière. Un homme y a perdu la vie avant que l'assassin présumé ne soit abattu par des troupes d'élite. Retour sur les événements de cette nuit avec Stéphane Bretner et Muriel Lassaga. Une rafale de 18 coups de feu. Saphir Bouya, fusil mitrailleur en main, tire sur la façade du commissariat central de Béziers. Il est 2 heures du matin. Quelques minutes auparavant, c'est au lance-roquettes qu'il a fait feu sur une voiture de police stationnée devant le bâtiment. C'était impressionnant. C'était quoi, un énorme bruit? Qu'est-ce que vous avez entendu? Un bruit de pétard sourd, très sourd et très fort. Les vitres ont bougé. Ça a vibré de partout. Tout a commencé vers 23 h dans une cité de Béziers. Une bagarre éclate entre deux bandes rivales, la police intervient. Elle est accueillie par un tir de lance-roquettes. La voiture est touchée sans faire de blessés. Saphir Bouya et un deuxième homme s'enfuient. Une course-poursuite s'engage, mais les policiers perdent sa trace. À 4 h du matin, le jeune homme de 25 ans appelle le commissariat pour revendiquer son action. Toutes les heures, il va rappeler les policiers pour les narguer. À 8 h ce matin, le forcené se rend dans cette station-service de la ville. Dans cette voiture, il abat le chef de cabinet du maire, Jean Farret, qui venait faire le plein d'essence. Le meurtrier, voyant le gyrophare, pensait avoir affaire à un policier. Et le fuyard rappelle la police. Il fixe rendez-vous au parc des expositions de Béziers pour un duel. Vers 10 h, le GIPN, groupe d'intervention de la police nationale, prend position dans un hangar. Ils ont ouvert toutes les portes latérales et les portes du fond. En fait, il y avait même des portes qui étaient coincées avec des morceaux de bois, sûrement pour passer un fusil. Saphir Bouya les attend avec son pistolet mitrailleur et un lance-roquettes. Il fait un geste, les policiers l'abattent. Le deuxième homme qui a accompagné le meurtrier dans sa folle cavale a été identifié. Il est ce soir toujours activement recherché. Ce western meurtrier suscite l'émotion et l'indignation de la communauté. Jacques Chirac, tout à l'heure, s'est dit consterné. Le ministre de l'Intérieur, pour sa part, s'est rendu dès cet après-midi à Béziers. Les réactions des syndicats de police sont très vives. Une fusillade d'une violence inouïe. L'homme disposait de lance-roquettes, autant d'éléments qui viennent raviver le climat d'insécurité qui préoccupe les Français. Léo Lamberton, Denis Pardano. Habitant dans le centre de Béziers, à côté de la gare, le forcené détenait un véritable arsenal, comprenant armes de poing et fusils d'assaut. Âgé de 25 ans, Saphir Bouya était connu des services de police, mais rien ne laissait supposer qu'il pouvait détenir de telles armes, à commencer par le lance-roquettes qui a détruit 2 voitures la nuit dernière. Ce jeune homme était connu pour des faits de vol par les services de police. C'est-à-dire des autoradio, c'est quoi des vols de voitures, essentiellement. On est sans voix devant des choses comme ça. C'est vraiment épouvantable. Message de condoléances de Jacques Chirac au maire de Béziers. Très ému, Raymond Coudert, dont le chef de cabinet a été assassiné par le forcené, n'en revient pas d'un tel déchaînement de violence. Je suis ébahi, consterné qu'il puisse y avoir dans ma ville des lance-roquettes pour attaquer les voitures de policiers. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais même pas imaginé. La cité de la Devèze à Béziers, où a démarré le drame hier,
est une cité de forte délinquance, mais pas réputée extrêmement dangereuse. Pourtant, la présence d'un tel arsenal n'étonne pas les policiers. C'est pas nouveau, on en voit dans les banlieues parisiennes tous les jours, on interpelle des gens avec un armement phénoménal, c'est d'ailleurs ce qu'on dit. Mais ces individus multirécidivistes, souvent mineurs, etc., ont un tel sentiment d'impunité face au manque de moyens qu'a le ministère de la Justice pour assumer sa mission, et la police nationale, qu'ils ont ce sentiment d'impunité, ils sortent comme des caïdas et puis ils font tout et n'importe quoi. Arrivé cet après-midi au commissariat de Béziers, le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, a tenté d'apaiser les esprits. Toute violence, à mon avis, est condamnable dans la société. Et tout ce qui concourt à la montée de la violence doit être, à mon avis, combattu. Je ne suis pas sûr que ce type de drame soit quand même, en tout cas je l'espère, à mettre sur le compte de la montée de la violence dans la société. Ce soir, l'émotion reste vive à Béziers, d'autant que l'an dernier, dans la région, 5 policiers ont été abattus. Des policiers qui ont le sentiment d'être entraînés dans une spirale infernale. Et nous retrouvons en direct de Béziers Léo Lamberton. Que sait-on ce soir des mobiles qui ont poussé le malfaiteur à cette fusillade? Un homme qui était connu des services de police. Oui, Béatrice, Safir Djoua, âgé de 25 ans, était connu des services de police. Il avait été condamné plusieurs fois dans le passé pour des vols de voitures. Il aurait aussi été un petit trafiquant de drogue. Pour l'instant, on ne connaît pas les raisons qui l'ont fait plonger hier soir dans cette folie meurtrière. Les policiers pensent qu'il aurait pu être sous l'emprise de la drogue. Actuellement, les 2 frères de Safir Djoua sont en garde à vue au commissariat de Béziers, derrière moi, entendus par les policiers du SRPJ de Montpellier. Ils aideront peut-être à éclaircir cette énigme. Alors l'homme, on l'a dit, disposait d'un incroyable arsenal. Quels sont précisément les types d'armes qui ont été trouvés dans son véhicule? Alors effectivement, l'arsenal est impressionnant. On a trouvé un lance-roquettes avec des munitions, un fusil d'assaut avec 3 chargeurs, un fusil à pompe à canon scié chargé, 100 cartouches, 200 grammes de dynamite, 18 pains d'explosifs et 30 détonateurs. J'ajoute que le SRPJ de Montpellier a identifié l'homme qui accompagnait Safir Djoua hier soir. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il est actuellement activement recherché. Merci Léon Lamberton pour toutes ces précisions. Sur le front des incendies en Corse, fort heureusement, le vent est tombé dans la nuit et le feu qui a ravagé hier plus de 1000 hectares à Vezzami est désormais contenu. Mais toute menace n'est pas écartée. D'autres zones sont encore la proie des flammes. Gilles Marinet et Virgile Liado. Hier, la Haute-Corse a subi 22 départs de feu, en plaine comme en montagne, le tout en quelques heures et souvent près des habitations. Pour les pompiers, la sécheresse et le vent n'expliquent pas un tel nombre de foyers d'incendie. Même s'il convient d'attendre le résultat des enquêtes, l'origine de la plupart des feux leur a tout de suite paru suspecte. Le doute est permis, effectivement, parce que je pense que autant de mises à feu simultanément, alors que les conditions météo sont défavorables, on peut se poser la question. Non loin de Bastia, à Biguglia, où ce lotissement a failli disparaître, on ne prenait pas de gants ce matin pour dénoncer les incendiaires. On en a marre, ils sont en train de brûler notre terre, on ne veut pas laisser un désert à nos enfants. Alors maintenant, il faut qu'ils fassent leur boulot, qu'ils les arrêtent et qu'ils les enferment. Il y a beaucoup de choses, hein. On incrimine les bergers, il y a des histoires de chasse, mais il y a des gens qui sont hypnotisés, si vous voulez, par le feu. 2 pyromanes, des jeunes gens, ont été arrêtés la semaine dernière dans le sud de l'île. Ils voulaient voir les pompiers à l'œuvre. Mais il y a aussi les bergers en quête de pâturage, les règlements de compte immobilier, les querelles en tout genre. Ces magouilles et vengeances auraient coûté à la Haute-Corse une grande partie des 1500 hectares détruits ces 2 derniers jours. Et ce soir, un homme qui aurait pu être à l'origine d'un incendie volontaire a été placé en garde à vue en Haute-Corse. Dans le sud-est de la France, aussi bien dans le Var que dans les Bouches-du-Rhône, là aussi, la plupart des foyers ont été maîtrisés. La nuit a été difficile, certes, et à Marseille et aux abords du massif de la Sainte-Baume, l'accalmie du vent a permis aux équipes de travailler. À Cuges-les-Pins, les pompiers considèrent que le feu est éteint. Ils sont désormais entrés dans la deuxième phase, celle qui consiste à noyer la terre pour éviter toute reprise. Cette semaine sera celle de la rentrée scolaire. Plus de 12 millions d'élèves sur les bancs des cours. Parmi les objectifs de l'éducation nationale, la lutte contre la violence à l'école, qui reste pour les professeurs comme pour les parents un sujet d'inquiétude. Et dans les Hauts-de-Seine, pour améliorer la prévention, un système ultra sophistiqué de vidéosurveillance a été installé aux abords immédiats d'une école. Même si certaines caméras sont déjà utilisées à la sortie de quelques établissements scolaires, c'est la première fois que la mémoire d'un ordinateur vient renforcer la surveillance. Loïc de la Mornay, Éric Delagneau.
Oubliez l'ancienne télésurveillance en noir et blanc. Aujourd'hui, les caméras sont numériques et reliées par Internet. Nous sommes au Conseil général des Hauts-de-Seine. Ces images proviennent d'un lycée de Neuilly qui expérimente pour la première fois ce tout nouveau système. 5 caméras avec détecteurs de mouvement qui enregistrent automatiquement les déplacements de chaque personne aux abords de l'établissement. Après concertation avec les parents d'élèves, les professeurs et les pouvoirs publics, la proviseure s'est lancée dans ce projet pilote. Vu le fonctionnement et la garantie des libertés individuelles et la protection des citoyens, élèves ou personnels, j'étais convaincue d'avance. Convaincu après les récents sondages sur la violence scolaire. L'an dernier, un lycéen français sur 2 déclarait avoir été victime de violences, dénonçant dans l'ordre les insultes, les coups, le racket et enfin le sexisme. Cette nouvelle vidéosurveillance archive sur disque informatique les images pendant 30 jours. Selon le Conseil général, après un délit ou une agression, il suffirait donc de rechercher la preuve par l'image et de la transmettre aux enquêteurs. Mais la police, elle, doute de l'utilité de ce dispositif dans le cadre d'une enquête judiciaire. Vous savez, surtout dans une école où les personnes présentes sont toujours les mêmes, chacun saura rapidement où se trouve la caméra et évitera soigneusement de commettre quelque incartade que ce soit dans son champ de vision. Sur ce système, le SNES, principal syndicat enseignant, reste discret. Beaucoup de professeurs reconnaissent en privé le côté dissuasif des caméras, mais la vidéosurveillance reste un sujet sensible et tabou. Dans les Hauts-de-Seine, l'expérience sera étendue à une vingtaine d'autres lycées. Le ministère de l'économie confirme aujourd'hui le dérapage des prix cet été. Les commerçants arrondissent aux chiffres supérieurs avant le passage à l'euro. Bercy constate ainsi une hausse de 0,5% en juillet et 0,4% en août. Des estimations certes inférieures à l'enquête de 60 millions de consommateurs qui dévoilait l'envol des étiquettes des produits de grande consommation. Reste cette valse des prix que nous détaillent David Bohéry et Diane Richard. Armés de convertisseurs, ils ont fait et refait leurs calculs. Pendant tout l'été, 300 enquêteurs de la répression des fraudes ont relevé les prix sur 20 000 produits dans près de 3 000 magasins. Résultat de cette étude, la valse des étiquettes se confirme. Plus 0,5% en juillet, plus 0,4% en août. En un an, les biens de consommation courante ont augmenté de 5%. Parmi les secteurs en forte hausse, la boulangerie. Depuis le mois de juin, les prix dérapent. En un an, ils ont augmenté de plus de 7%. Exemple, cet après-midi, chez cet artisan parisien, changement d'étiquette et nouveau prix rond en euros. Au passage, la baguette a gagné 20 centimes. Aujourd'hui, elle est à 4,60. Elle représente 0,70 € et donc avant, elle était à 4,40. Mauvaise surprise également dans les gares. Depuis ce matin, le train coûte plus cher. Après la traditionnelle hausse de janvier, plus 2,2%, les tarifs grandes lignes grimpent à nouveau de 1,9%. La SNCF a préféré prendre les devants sans attendre le début de l'année prochaine. Même stratégie au Louvre, le billet plein tarif passera dès demain de 46 à 49 francs, soit une hausse de 7%. Si l'on pouvait encore en douter, la campagne pour les prochaines élections qui se dérouleront dans 8 mois a bel et bien commencé. À Ramatuelle, François Bayrou a annoncé sa candidature. Le ton était incisif, mordant, tant à l'égard de Jacques Chirac que de Lionel Jospin. François Bayrou se définit comme le troisième homme, la troisième voie pour la France. Alix Bouillaguet, Abdel Zouyech. Il l'a longtemps peaufiné son discours, tout l'été, et jusqu'à la dernière minute. Une candidature comme la sienne à l'élection présidentielle, François Bayrou y croit fermement. Oui, il faut un troisième homme. Le troisième homme, c'est l'homme de la liberté des Français. Et oui, je porterai cette liberté. Et oui, je porterai cet espoir. Un troisième homme pour une troisième voie, à ses yeux le seul moyen pour sortir du duel Chirac-Jospin. Jospin, c'est un archaïsme coincé, idéologique, avec, on l'a vu mardi soir, dans la tête des références d'un autre siècle. Jacques Chirac, c'est autre chose. C'est un archaïsme bonhomme, avec des idées à géométrie variable. Et François Bayrou de rêver à un grand rassemblement loin des logiques de camp. La campagne du président de l'UDF est désormais lancée. Il a devant lui 9 mois pour convaincre. Dès la semaine prochaine, c'est dans un bus que François Bayrou commencera sa campagne de terrain. Après ce premier Tour de France, l'UDF réunira ses instances. Ce sera en novembre pour investir officiellement son candidat.
Au RPR, on est également de plein pied dans la campagne. Les cibles sont claires et les attaques directes. Michèle Alliot-Marie, la présidente du parti, s'en est pris à la politique de Lionel Jospin. Laurent Hakim, Alain Locatio. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu le RPR dans cet état, guilleret, optimiste et dansant. Carré rose, on ironise volontiers sur les mystérieuses photos sexy de Jacques Chirac en vacances. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas les avoir vus. Carnet rose, on mélange même discours politique et bulletin de naissance. Je ne veux pour rien au monde rater la naissance imminente de mon 5e enfant. Et puis des apparitions qui confortent le bon moral des militants. Un Philippe Séguin aux allures de Marlon Brando, bien décidé à soutenir Jacques Chirac. Et un Nicolas Sarkozy venu galvaniser la foule. On appelle ça une nuit effrénée, mais... Ah d'accord. Ah bah écoute, t'es pas obligé de la travailler, naturellement. Une journée d'insouciance et sa nuit endiablée, et puis il a fallu se remettre au travail. Après Séguin et Sarkozy, Alain Juppé est venu sonner lui aussi le rassemblement à sa manière. Gare à l'euphorie. Il ne faudrait pas que, pris par l'euphorie, nous tenions un discours du faucon Yaka. Hein, la Corse, c'est pas faucon Yaka. Hein, les retraites, c'est pas faucon Yaka. C'est difficile. Il restait à Michèle Alliot-Marie à lancer véritablement la campagne derrière Jacques Chirac. Oui, si quelqu'un a bien rempli son contrat avec les Français, c'est Jacques Chirac. Nous, qui le soutenons, nous pouvons être fiers de son bilan. Le risque de partir trop tôt, c'est de s'essouffler trop vite, mais le RPR ne veut pas en entendre parler. L'urgence était de rompre avec l'image du défaitisme et de la division. Et sur la question corse, Alain Juppé s'est dit favorable à davantage de décentralisation, n'excluant pas l'autonomie, après ce qu'il considère être un échec du processus de Matignon. Pas de quartier au Parti socialiste réuni à La Rochelle. François Hollande n'a pas épargné le président de la République. La campagne sera assurément musclée, même si Lionel Jospin, sans confirmer ses intentions, a fait un premier pas vers la candidature. Reste l'épine dans le pied du Parti socialiste, les divisions à l'intérieur même de la majorité plurielle. Il ne faut pas se tromper de cible et le Premier ministre en appelle à davantage de cohésion. Javid Timberg, Vincent Ferreira. Lionel président. Malgré la consigne, certains militants ne peuvent s'en empêcher et reprennent déjà en chœur le slogan de meeting programmé dans 8 mois, comme si on y était déjà. Pas encore candidat peut-être, Lionel Jospin aura tout de même fait ce week-end un pas important. Aux commandes et même d'ailleurs au volant ce matin, le Jospin de Milan de La Rochelle innove en effet. Devant les siens, devant sa famille politique, devant son gouvernement et même devant sa propre épouse, le Premier ministre passe à l'attaque, dans son viseur, la droite et ses dirigeants. On me dit qu'il se dispute déjà ma place à Matignon. C'est pas qu'éventuellement elle ne puisse se libérer. Mais je voudrais leur dire, Monsieur Sarkozy, Monsieur Juppé, Monsieur Douste-Blazy, peut-être Monsieur Bayrou par un cheminement différent, on ne se nomme pas à Matignon. C'est le peuple qui décide. Démagogique, stérile, cynique, voilà pour les adjectifs sans nuance réservés à la droite. La Corse, la sécurité, la situation économique, voilà pour les têtes de chapitre. Derrière la défense du bilan, l'esquisse de plus en plus nette d'un futur combat électoral. Pour les mois à venir, j'ai besoin de votre amitié, de votre force de conviction, de votre engagement. Avec vous, je souhaite faire naître la nouvelle France dont ce début de siècle apporte la promesse. Pour les socialistes, la question n'est plus de savoir si Lionel Jospin sera candidat à la présidentielle, mais quand il déclarera officiellement sa candidature. Dans la majorité plurielle, il y a certes un peu de tangage du côté des Verts. Après la décision de Noël Mamère hier de lâcher Alain Lipietz, celui-ci vient de faire son mea culpa sur la Corse, une façon peut-être de gommer les dissensions qui affaiblissent le parti écologiste. Jean-Baptiste Prédali et Didier Guyot. La semaine dernière, la tendance chez les Verts, c'était « aimons-nous les uns les autres », du moins devant les caméras. Mais à peine achevé le psychodrame de l'université d'été, les questions autour d'Alain Lipietz, candidat à la présidentielle. Hier soir, nouveau rebondissement. Noël Mamère claque la porte du comité de campagne présidentielle. Le désaccord porte sur la Corse et la question de l'amnistie, surtout pour les crimes de sang.
Aujourd'hui, les Verts n'ont pas fait leur synthèse culturelle et la Corse, malheureusement, c'est à partir de cela qu'il a fallu le vérifier, prouve que l'extrême gauche est encore dominante dans ce parti. Pour Dominique Voynet, Noël Mamère a surtout saisi un prétexte. Le Conseil national des Verts n'a pas voté pour l'amnistie. La Corse comme prétexte donc, avec des arrière-pensées. Prendre en otage l'ensemble du mouvement et la campagne présidentielle au gré d'interprétations hasardeuses de ce qui a été réellement voté par des gens qui ne figuraient pas physiquement dans la salle au moment où le débat a eu lieu, a quelque chose de surréaliste et d'inquiétant. Alain Lipietz, lui, avait lancé ce débat sur l'amnistie. Une erreur, estime-t-il. Alors ce soir, il balance entre le mea culpa et l'explication de texte. En 2004-2005, si le processus est réussi, s'il n'y a plus de bombes, il faudra que la société ouvre la question de la réconciliation et l'amnistie sera alors débattue dans ce cadre. Pour les gaffes, les règlements de compte, les tendances et les courants, les Verts sont pourvus. Ils ont maintenant un objectif de campagne, la sérénité. Enfin, le parti radical de gauche, le PRG, annonce que Jean-Michel Baillet sera probablement candidat à la présidentielle en 2002. C'est dans les Pyrénées-Orientales que, devant quelques 800 militants, le président du mouvement a envisagé de porter les couleurs de son parti. En Israël et dans les territoires se déroulait cette fin de semaine la rentrée scolaire dans un véritable climat d'insécurité. À Gilo, dans le secteur oriental de Jérusalem, des mesures exceptionnelles ont été mises en place. On fait appel à la pédagogie pour expliquer dans toutes les classes la conduite à tenir en cas de bombardement. Notre correspondant en permanent, Charles Anderlin, s'est rendu également à Beit Jala pour assister au premier jour de classe. C'est la toute première leçon de l'année scolaire. Elle est consacrée au risque de bombardement. Si des obus de mortier explosent dehors, il faut s'éloigner de la fenêtre et s'accroupir de l'autre côté de la classe, les mains sur la tête. Des scènes identiques se sont déroulées dans toutes les écoles de Gilo. Ce quartier, situé en territoire occupé, est régulièrement pris pour cible par des tireurs palestiniens. C'est donc avec une certaine inquiétude que les parents ont envoyé leurs enfants à l'école ce matin. D'un côté, je suis émue, c'est la rentrée des classes. Mais ça fait peur. Regardez les arrêts de bus. Il y a beaucoup d'enfants, il peut y avoir un terroriste kamikaze ou une bombe. On ne sait pas d'où ça peut venir. Nous, les adultes, on s'est habitués, mais là, ce sont des enfants. J'ai peur qu'il y ait des tirs, des obus de mortier. La même atmosphère d'insécurité règne à Beit Jala, la localité palestinienne d'où les tirs sont dirigés sur Gilo et qui subit de très dures ripostes israéliennes. Ici, la rentrée des classes a eu lieu hier matin. Je crains qu'il arrive quelque chose aux enfants. Ma fille va à l'école Chile, près des soldats israéliens. Et mon fils, au lycée El Amal, en secteur où il y a des blindés israéliens. J'ai encore peur. Les soldats qui ont occupé Beit Jala la semaine dernière ont pénétré dans mon école. S'il se passe quelque chose, on sera en danger. Mon école fait face à Gilo et les tanks sont là. Jadallah, le grand frère, accompagne Razan jusqu'à son école avant de se rendre au lycée qui se trouve de l'autre côté de ce barrage israélien. Parfois, les soldats nous menacent avec leurs armes et nous obligent à courir. Vous savez, c'est dangereux. Jadallah espère qu'il n'y aura pas de combat, pas de bombardement sur Beit Jala. Symbole, son lycée s'appelle Hope, ce qui signifie espoir. Venons-en maintenant au sort des quelques 433 clandestins réfugiés à bord du Tampa. L'Australie campe sur ses positions, mais le Premier ministre propose qu'ils soient transbordés vers un navire de transport de troupes qui les acheminera vers leur destination finale. Mais cette opération est pour l'instant suspendue en attendant la décision d'un tribunal de Melbourne. À Durban, en Afrique du Sud, le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme a critiqué la façon dont l'Australie a géré cette crise. À Calais, une centaine de clandestins a été interpellés hier soir alors qu'ils s'apprêtaient à pénétrer dans le tunnel sous la Manche pour tenter de gagner la Grande-Bretagne. C'est au terminal de Coquelles qu'une nouvelle fois des hommes prêts à tenter leur chance ont été arrêtés puis placés dans un centre de la Croix-Rouge tout proche de là. Quelques jours auparavant, une quarantaine de clandestins a déjà été arrêtés dans les mêmes conditions.
C'était un grand nom de la médecine, le pionnier de la greffe du cœur, le docteur Barnard, avait osé la première transplantation cardiaque, c'était il y a 34 ans. Ce chirurgien sud-africain ouvrait alors une voie royale pour la science et tant de malades en attente d'une greffe. Christian Barnard s'est éteint à l'âge de 78 ans. Delphine Orviller. Cet homme de 40 ans allait devenir le chirurgien au doigt d'or. Ce jour-là, il entre dans l'histoire de la médecine en réalisant une opération mythique, la toute première greffe cardiaque. Le patient âgé de 53 ans va survivre 18 jours après l'opération, un premier succès qui ouvre la voie à une véritable révolution médicale et surprend le monde entier. Quand j'ai quitté l'hôpital ce matin-là, il n'y avait ni micro ni caméra de télévision. On n'avait pas encore annoncé l'opération. Et c'est plus tard qu'on s'est rendu compte de l'importance de l'événement. Sa célébrité, le chirurgien ne la devra pas qu'à ses opérations cardiaques. Rapidement, son physique d'acteur fait de lui un bourreau des cœurs. On lui prête de multiples conquêtes et ses liaisons font les délices de la presse populaire. Atteint d'une forme d'arthrite, ses douleurs aux mains le contraignent en 1983 à abandonner le bloc opératoire. Depuis, il avait multiplié les titres et les récompenses et traversé le monde pour participer à des conférences, comme l'an dernier à Paris. C'est un grand nom de la chirurgie cardiaque, un grand moment de la chirurgie cardiaque. Et à ce titre, n'est-ce pas, il reste dans nos cœurs. Dans le cœur et dans la mémoire aussi de son pays, Nelson Mandela a rendu aujourd'hui un hommage à celui qui fut pour lui une voix contre l'apartheid, une voix qui s'est éteinte ce matin à Chypre, à l'âge de 78 ans. Après l'intervention des forces de l'ordre hier contre les militants anti-OGM, une nouvelle technique ce matin qui montre que ces activistes ne démissionnent pas. Ils ont décidé de récolter des échantillons sur les parcelles suspectes. Christophe de Valembras, Alain Darigrand. Cela ressemblait à une tranquille balade en campagne, mais il s'agissait bien d'un commando anti-OGM. La cible, une parcelle de maïs transgénique près de Surgères. Là, il y a des maïs normaux ici, et après on va retomber sur les maïs qui sont vraiment, on voit des petits maïs, des maïs atrophiés, donc plus ou moins des maïs qui ont été manipulés. Une fois sur place, les manifestants arrachent quelques plants de maïs et les emportent tranquillement. Les gendarmes laissent faire. En fait, la préfecture n'a pas jugé nécessaire de leur faire protéger cette parcelle. Les seules expérimentations en matière d'OGM sont effectuées sur le territoire de cette commune comme en Charente-Maritime, dans le domaine de l'INRA, à quelques centaines de mètres de là. Donc les maïs qui ont été visités aujourd'hui ne sont pas porteurs d'OGM à votre avis? Pas à ma connaissance. Peut-être, rétorquent les manifestants, mais en attendant, pour eux, même non officiels, il s'agit bien d'une culture OGM. Si on est venu là, c'est pas par hasard. Attendez, moi je sais les secteurs où il y a des demandes. Il y a des OGM où il y a des demandes. Et ils sont illégaux. Alors méprise des manifestants ou expérimentation OGM illégale découverte aujourd'hui, la préfecture le déterminera dans les jours à venir. La braderie de Lille se termine ce soir. Au total, plus de 2 millions de visiteurs pour cette manifestation traditionnelle. Cette fois-ci, certaines brigades de police avaient une mission particulière, retrouver des objets provenant de cambriolage et susceptibles d'être revendus. Anne Mourgue et Fabrice Dujardin. En apparence, de simples bradeux, en apparence seulement. Ce qui les intéresse, ce n'est pas de faire des affaires. Ces hommes sont des policiers. Au milieu des 10 000 exposants, ils traquent les objets volés, autoradios comme œuvres d'art. Une plaque de notaire, interdite à la vente, un gobelet en argent, suspect. Il pourrait provenir de cambriolage. Des objets un peu inhabituels, donc on va regarder d'où ça provient, notamment l'enseigne de notaire, c'est un peu bizarre de retrouver ça. Ok. Vous avez le registre également? Le brocanteur se défend, les objets ne seraient pas à lui, mais à un de ses amis. Non mais ça c'est récupéré dans l'état de ferraille. Hein. C'est un ferrailleur. C'est sûr. Je pense. Hein. Un peu plus loin, cette statuette les intrigue. Elle vaut bien une petite photo. Elle semble d'origine religieuse. En principe, les églises vendent rarement leurs biens. Elles se les font plutôt voler. Donc là, on va le prendre en photo avec les références du vendeur. Et puis on va vérifier qu'on n'a aucun signalement d'objets similaires. Il faudra encore un peu de temps avant de boucler l'enquête. L'an passé, les policiers ont ainsi retrouvé des meubles très chers provenant d'un cambriolage. Mais ils le savent aussi,
Le gros du trafic se passe quelques jours avant la braderie, loin des yeux et des appareils photo indiscrets. La victoire de Michael Schumacher au Grand Prix de Belgique de Formule 1, une course marquée par l'accident de Luciano Burti au volant de sa voiture lancée à 300 km/h. Julien Hérichon. Alain Prost est inquiet. Il faut dire que dans les paddocks, on a craint le pire. Au 4e tour du Grand Prix de Belgique, le pilote brésilien Luciano Burti heurte la Jaguar d'Irvine. On est à près de 250 km/h. La voiture Prost finit sa course dans les pneumatiques de sécurité. Burti est victime d'une commotion cérébrale, mais son état est jugé stable. À vrai dire, le reste n'est qu'un détail. Mais pour avoir calé au départ, l'autre Prost de Frenzen s'élance de la dernière place. C'est le blues des Bleus. Pour les Williams, c'est du pareil au même. Les mécaniciens oublient de retirer les cales des pneus de Ralf Schumacher. Comme Montoya, Schumi Junior est contraint de démarrer en queue de peloton. Michael Schumacher n'en demandait pas tant. Il ne lui reste plus qu'à avaler les kilomètres, seul au monde. À l'arrivée, Schumacher devance Coulthard et Fisichella. Il établit un nouveau record de victoire en Formule 1, 52, c'est une de plus qu'Alain Prost. Pendant ce temps, Burti est à l'hôpital mais il va bien. Alors sur le podium, Michael Schumacher peut se laisser aller. Un peu de joie, un peu de champagne, juste ce qu'il faut pour fêter un nouveau succès. Cadavres exquis, ou cette incroyable exposition à Berlin qui présente des corps sans vie, retraités artistiquement et scientifiquement par un médecin anatomiste. On s'arrache les derniers billets, les files d'attente se poursuivent la nuit et même les écoliers déambulent par classes entières. Visite guidée de ces corps écorchés avec Patrice Ramden. Jusqu'à 10 heures d'attente. Rien ne semble pouvoir venir à bout de la patience des visiteurs de l'exposition de l'année à Berlin, l'expo des morts vivants. Regardez, des corps, des vrais, tout en muscles, organes apparents. Des corps figés dans des positions de la vie quotidienne, comme celui-ci qui échangerait bien un cavalier contre un fou, mais qui tarde à se décider. Je trouve cela captivant. Je ne me sens pas du tout agressée, c'est esthétique et instructif. Ces corps sont passés par l'épreuve de la plastination. Disons que l'eau et la graisse des tissus sont remplacés par du silicone et du polyester. Les cadavres inodores conservent alors leur aspect. Rien ne nous est plus familier que le corps. Il nous fascine tous au plus haut point. L'anatomie a trop longtemps été associée à la notion de mort, mais l'anatomie c'est autre chose. L'anatomie, cela répond aux questions que l'on se pose sur la création et sur l'évolution. Le docteur Lamort, comme l'appellent ses détracteurs, dispose d'un réservoir de 4000 candidats à la plastination. Tenez, en voilà un, épaté par cette incursion dans son avenir. Récemment, j'ai eu un entretien avec le docteur. Nous sommes tombés d'accord et je vais me faire plastifier. Pour une raison simple, bien qu'étant catholique, je ne crois pas à la vie après la mort. Alors, art du cimetière ou cimetière de l'art? Le public a déjà répondu. De Tokyo à Berlin, en passant par Vienne, l'exposition a déjà attiré près de 8 millions de personnes. Elle est annoncée à Bruxelles, puis à Londres, autrement dit, elle se rapproche de Paris. Cinéma avec la sortie mercredi prochain de La Pianiste qui a cumulé de nombreux prix à Cannes, un film à la réputation sulfureuse qu'interprète à merveille Isabelle Huppert, récompensée lors du festival. Pascal Deschamps et Frédéric Delarue. Il arrive qu'un palmarès de festival écrive dans l'histoire d'un film une page particulière. Les 3 prix de La Pianiste lui apportent certes une légitimité. Mais aujourd'hui s'ouvre un autre chapitre et pour les interprètes ainsi récompensés, voici venu le temps des questions. Les questions, c'est plutôt sur la capacité du public à plutôt adhérer à la puissance émotionnelle du film, plutôt qu'à une supposée provocation dont il a forcément entendu parler. Mais t'es folle ou quoi? Provoquant, sulfureux, les adjectifs n'ont certes pas manqué pour décrire cette histoire. L'histoire d'Erika, une jeune femme étouffée par sa mère, pianiste et professeure réputée, elle a tout sacrifié pour une réussite autant sociale qu'artistique. Une jeune femme qui s'interdit toute relation amoureuse et se réfugie la nuit dans les sex shops pour y prendre un plaisir solitaire. C'est dans cette vie bien ordonnée que débarque un jour Walter. Je suis désolé de vous déranger. Il est jeune, il est beau, il va tomber amoureux.
Erika, elle, prend peur. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne savez pas que dans un conservatoire, on ne déboule pas au milieu d'un cours? Elle a peur de vivre, elle a peur de souffrir, elle n'a pas su négocier ce que tout être humain normalement constitué, à peu près bien constitué, arrive à négocier, c'est-à-dire passer de l'amour filial, de l'amour fusionnel avec les parents, avec la mère en l'occurrence, à un amour tout court. Ensuite, enlève le bâillon, s'il te plaît, et assis-toi sur ma figure. Alors bien sûr, si la pianiste dérange, c'est qu'il pousse à l'extrême cette impossibilité d'aimer. Erika ne peut se donner autrement que dans un rapport sadomaso qu'elle prétend entièrement maîtriser. Mais jamais la caméra d'Anneke ne se fait complaisante. Pour les comédiens, c'était aussi ça, la question. C'est un film qui parle de choses plus intimes, on parle de sexualité, une certaine sexualité, donc si on est pudique, on peut se demander simplement quel genre de mise en scène, comment on va montrer les choses, comment il va les filmer, c'est peut-être ça la retenue qu'on peut avoir. Je n'ai pas de sentiments, Walter. Vous feriez bien de vous mettre ça dans la tête, et même si j'en ai un jour, ils ne triompheront jamais de mon intelligence. Je t'aime, sois pas si lâche. La caméra d'Anneke a magnifiquement filmé en même temps la naissance de l'amour et l'impossibilité de cet amour. La solitude et la souffrance à l'état pur auront désormais un visage de cinéma de plus, celui de la pianiste. Ainsi se termine ce journal. Je vous rappelle le principal titre. À Béziers, la nuit dernière, un homme de 25 ans a pris pour cible la police. Sanglante course-poursuite. Le chef du cabinet du maire a été tué. Le forcené a finalement été abattu par le GIPN. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, était sur place. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet, 20h50, votre série Urgence. Minuit, le dernier journal, présenté par Jean-Claude Renaud. Demain, à 7h40, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste. À 13h, votre rendez-vous. Le journal est désormais présenté par Daniel Bilalian. À 20h, à cette même place, vous retrouverez David Pujadas. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.